Bonjour à tous, Jérôme Liégeois, directeur d'innovation chez Société Générale Assurance. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai quelques surprises en ce moment quand je tape dans mon IA générative favorite quel est le meilleur contrat d'assurance vie et que je ne trouve pas le nom de mon entreprise. Et les slides précédents ne m'ont pas beaucoup rassuré d'ailleurs. On s'y retrouvait déjà, il avait déjà été difficile d'être bien placé avec le référencement classique, mais on a fini par comprendre les ficelles du référencement dans Google Search. Là, j'avoue qu'on est en terrain un peu plus mouvant, voire relativement inconnu. Donc, on a la chance aujourd'hui de recevoir trois pionniers de ce domaine. Jérémy Lacoste, tu es CEO d'Eskimos, l'agence européenne qui est leader du marketing digital. Et toi-même, tu es de l'acquisition digitale depuis plus de 10 ans. Nicolas Nguyen, tu es cofondateur de Semji, éditeur de logiciels qui est utilisé par 500 grandes marques comme SG, BNP Paribas Cardiff, ou Massif pour maîtriser le SEO et le JO à l'ère de l'IA générative. Et enfin, Mathieu Poitrimol, tu es CEO de GetMint, la plateforme qui aide 150 marques, dont tu me disais JLL, Bellambra ou Preto, pour qu'elles monitorent et optimisent leur présence sur ChatGPT, Perplexity et autres Gemini. Alors, avant de passer aux travaux pratiques, parce qu'on se demande tous comment faire, qu'est-ce qui change pour la visibilité de nos marques et de nos produits avec l'avènement de l'IA générative? Je commence. Ce qui change, à la fois beaucoup et pas grand-chose finalement. Marie l'a évoqué, les fondamentaux du SEO et du search restent sensiblement les mêmes. C'est un nouveau canal effectivement de prospection, de travail et de maturation sur lequel on évolue. Ce qui change, c'est peut-être l'intensité des chantiers sur lesquels on va pouvoir travailler et accompagner les marques. Donc tout le day-to-day, tout le delivery que vous faites aujourd'hui pour rendre visible votre marque sur le moteur qu'on connaît tous qui s'appelle Google, c'est quelque chose qu'il va falloir appliquer, dupliquer et peut-être adresser de façon un chouïa différente. Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, ChatGPT a créé un nouveau standard en termes de recherche, la partie évidemment IA et échange conversationnel, et c'est un standard qui tend aussi à se déporter finalement sur Google. Alors Marie l'a dit, aujourd'hui c'est pas forcément disponible en France, c'est disponible à l'international, sur les marchés européens, et donc on voit qu'il y a quand même un phénomène d'accoutumance de l'habitude, et finalement c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui est demandé par les utilisateurs. Nous, en tant qu'agence, et puis dans notre contrat d'accompagner les marques, il faut qu'on arrive à mettre l'intensité, l'effort et le barycentre là où ça a un impact. Ça a un impact, on l'a vu, sur la partie contenu, il y a des typologies de contenu qui vont fonctionner autrement. Ça a un impact également sur la partie architecture de site, qui est important. Et puis finalement, sur ta partie hors site. Ça, c'est quelque chose, finalement, quand on fait du SEO depuis 20 ans, le focus des équipes SEO et Search, c'est de travailler l'optimisation de la visibilité de son site. Ça, c'est quelque chose qui va peut-être baisser en intensité et il va falloir finalement travailler et optimiser la dimension, la visibilité de la marque sur tous les champs que le web connaît, donc que ce soit les réseaux sociaux en premier lieu, qui sont aujourd'hui très surpondérés par Google et par les moteurs IA, mais que ce soit également les forums, les sites d'avis, etc. Oui, bonjour à tous. De mon côté, alors pour rejoindre Jérémy, en effet, il y a beaucoup de points communs entre les SEO et le GEO. Je pense qu'une des différences qui est importante à avoir en tête, c'est la place en termes de visibilité. C'est-à-dire autant sur Google, on est habitué à avoir 10 places, 10 liens bleus où on peut être visible en première page. Autant, je faisais le test par exemple ce matin, je posais la question à ChatGPT, je déménage sur Paris dans 2 mois, recommande-moi une assurance habitation. Et du coup, ChatGPT me proposait qu'une seule marque qui était Massif. Et donc, en général, ChatGPT va proposer une marque, 3 marques, 5 marques, mais rarement 10. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est si on fait le parallèle, quand vous demandez à un ami ou un proche de recommander une marque, c'est assez rare au final de recommander 10 marques. Donc là, ça veut dire qu'au final, en termes de visibilité, il y a moins de place, et donc il y aura peu de gagnants et beaucoup de perdants. Donc la bataille s'annonce quand même assez riche à ce niveau-là. Et le deuxième sujet que je trouve très intéressant, ça va être tout l'enjeu marketing digital autour du ROI, de l'attribution, puisque autant en marketing digital, en SEO, on est habitué
à mesurer, bien entendu, des impressions, des clics, des conversions, etc. Même si les calculs de modèles d'attribution étaient déjà assez complexes comme ça, là, avec un ChatGPT ou un Google AI Mode, c'est d'autant plus complexe puisque dans le parcours d'achat, on va voir une marque qui est recommandée dans le texte, mais l'utilisateur ne va pas cliquer dessus puisqu'il n'y a pas de lien potentiellement, en tout cas sur la partie mention, et donc à un moment donné, par exemple le jour même, quelques jours après, il va penser à cette marque au moment de sa considération de l'achat et il va taper cette marque par exemple directement dans la barre d'adresse ou dans Google. Et donc là, du coup, le modèle d'attribution de la performance s'écroule. On est plus sur une comparaison, par exemple, avec une pub sur un abribus. Donc là, c'est très dur de mesurer l'impact. Et donc, ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que la mesure du trafic LLM est une métrique de vanité aujourd'hui. Ce qui compte, c'est, OK, dans le parcours d'achat, est-ce que ma marque est visible? Et au final, est-ce que les moteurs IA sont de plus en plus utilisés? Juste pour partager une stat, aujourd'hui, aux States, 50% des Américains utilisent un outil IA chaque mois, contre 5% il y a 2 ans et demi. Donc les moteurs IA sont vraiment en train de faire une croissance exponentielle, en tout cas très importante, il faut l'avoir en tête, et donc tout l'enjeu c'est de passer à l'action dès aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. Pour compléter ce qui a été dit, je pense qu'aujourd'hui, sur le point de l'attribution, tu parles de métrique de vanité en parlant du referral traffic. Nous, on appelle aussi parfois le pire des proxys. Enfin, c'est intéressant, c'est donne une baseline, de dire qu'aujourd'hui, dans tous nos outils indicateurs, c'est le seul qu'on peut traquer de la même manière, donc il est rassurant parce qu'on le trouve au même endroit. En revanche, il est très peu représentatif de ce qui se passe réellement. On parlait de la magnitude de ces changements. ChatGPT, c'est 800 millions d'utilisateurs par semaine. C'est 1,6 milliard d'utilisateurs à travers tous les modèles LLM dans le monde chaque mois. Donc c'est surprenant que pour toutes les grandes marques de France, d'Europe et du monde, ce soit entre 1, 2, 3% du trafic. Et donc en gros, quand nous on travaille ce sujet avec nos clients, on faut revenir peut-être à quelque chose d'un peu plus fondamental et préhistorique, et l'attribution est toujours un sujet assez difficile, mais quand on transforme le sujet de, c'est pas un moteur de recherche, c'est un moteur de décision ou d'influence, et qu'on demande, dépendamment de leur secteur, que ce soit en B2C ou en B2B, est-ce que les LLM, les moteurs d'IA ont eu un impact dans votre parcours d'achat? Juste de reposer cette question, ou quelle IA avez-vous utilisé, etc. On se retrouve avec des impacts qui sont plutôt de l'ordre de 15, 20, 50%, même dans certains cas en B2B. Et donc on voit que une fois qu'on parle de ces chiffres-là, on n'est plus du tout, on le sait tous, c'est pour ça qu'on est là, pas sur quelque chose d'anecdotique, mais on peut déjà l'objectiver. Donc ça, c'est déjà, je pense, important d'aller se mettre en ordre de bataille pour aller capter cette vraie part d'influence, d'attribution, pour avoir quelque chose de quantitatif. Ensuite, je suis content parce que c'est pas appelé SEO versus GEO et ce fameux débat, etc. Évidemment, aujourd'hui, il y a des superpositions. C'est normal, les modèles construits sur l'architecture du web actuel. On sait que ChatGPT utilise Bing, utilise Google Shopping. Donc c'est évidemment normal de retrouver des liens, des choses communes et évidemment du travail hybride, heureusement pour tout le monde ici. Donc l'idée, c'est évidemment pas de dire arrêtez le SEO tel que vous le connaissez, parce que ce serait totalement stupide. Google doit être un grand levier driver de croissance, que ce soit en organique, que ce soit en paid, sert en partie les modèles d'IA. Donc ce débat, on peut déjà très vite l'évacuer. En revanche, nous, ce qui est intéressant, c'est que on est au cœur de ces discussions. Ça veut pas dire qu'on a la boule de cristal, mais c'est les questions qu'on se pose tous les jours avec nos clients. Et quand on regarde différentes data, différentes choses, déjà, et je suis vraiment d'accord avec beaucoup de choses qui a dit Marie, mais il y a une chose sur laquelle j'étais un peu en désaccord, c'est le côté fraîcheur, par exemple, du contenu. Aujourd'hui, 50% des pages citées par ChatGPT ont moins de 6 mois. Donc, une fois qu'on dit ça, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent rester, mais ça, c'est énorme. Donc, ça veut quand même dire que ça a un impact de vélocité, d'intensité, de création ou de mise à jour des contenus. Deuxième chose, 30% chez ChatGPT, 80% chez Perplexity, des mentions de marque proviennent des éléments externes. On parlait des UGC, pour User Generated Content. On est abreuvé de Reddit et Wikipédia sur LinkedIn, mais on va retrouver aussi les forums, les avis, TikTok, Instagram, LinkedIn en tant que tel, Trustpilot. Donc il y a tous ces impacts qui sont pas uniquement, comme le disait Jérémy, de travailler sur son site, mais de penser l'off-site. Ça, je pense que c'est une des grosses différences. Il faut voir cette approche de manière holistique, en dehors de sa marque et sur ses propres assets. Dernier point, il y a un tiers des pages qui sont citées par les modèles qui n'ont aucun référencement organique Google.
Ça veut quand même bien dire que c'est des pages qui ne performent pas sur ces mêmes critères et qui sont trouvées parce qu'elles répondent à des intentions soit très long tail, soit exprimées différemment. Voilà, juste des exemples pour dire que on revient aussi à ces fondamentaux de à quoi mon produit répond, comment je capte ces intentions et comment je vais dissimuler ces indices sur mon site et à l'extérieur. Merci à tous les trois pour ce point de départ. Maintenant, la question à $1 million. Comment est-ce qu'on fait quand on est assureur comme nous? Et je te passe la parole, Nicolas, peut-être en commençant sur le contenu. Comment on travaille le contenu? Comment est-ce qu'on le modifie? Oui, donc sur la partie contenu, déjà le point commun à mon sens entre le SEO et le GEO, c'est en SEO, plus vous faites de contenu de qualité, bien entendu sur un site web d'autorité, plus vous allez capter de trafic. C'est pour ça que par exemple, souvent en assurance, les leaders, ce sont les pure players de type comparateur, puisqu'ils vont avoir en général 3 à 5 fois plus de contenu. Ce fonctionnement est le même pour le GEO, c'est-à-dire la production de contenu, par exemple sur votre site web, ou faire parler de votre marque sur d'autres sites web est très importante. En termes de changement, du coup, l'enjeu premier, en fait, c'est que quand vous allez produire des contenus sur votre site web, et là je vais me concentrer sur les contenus de votre site web, aujourd'hui vous êtes très habitué à définir un mot-clé ciblé, tout simplement pour analyser la serve Google et bien adapter votre contenu. Donc déjà là, il y a une première nouveauté qui est simple à comprendre, c'est à mon sens, au-delà de définir pour un contenu un mot-clé cible, il faut également définir du coup maintenant un prompt cible. Et donc là, on réalise un triptyque entre le contenu de son site web, qui est à destination de son audience, et du coup un mot-clé SEO et un prompt ChatGPT, et bientôt Google LLM. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, ça va être du coup toute l'optimisation du contenu, par exemple pour ChatGPT, Google Mode, les autres chatbots, où là, il y a tout un travail de, je dirais, rétro-ingénierie, de bien comprendre, au final, ChatGPT, par exemple, autour d'un prompt, quel type de contenu il va sortir, pourquoi il va les utiliser en source, et au final, qu'est-ce que j'en apprends pour mon contenu. Moi, je vous donne un exemple. Là, on a un client qui, très récemment, début octobre, a optimisé 600 pages sur son site web, et en utilisant CMJ. Et ces 600 pages, vous avez publié très rapidement. Et là, il y a un élément qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que l'inertie, par exemple, ChatGPT était très rapide. On parle de 2 semaines. Donc, en SEO, on parle de plusieurs mois, 3 mois. Donc ça, c'est le premier point intéressant. Et ce qui était très intéressant en termes de résultats, donc optimisation de 600 pages, donc c'est quand même une action très importante en termes de volumétrie, eh bien, le taux de citation sur ChatGPT, sur des comptes transactionnels qui étaient ciblés, a été tout simplement multiplié par 8. Et l'autre point qui est très intéressant surtout, c'est que le taux de mention de la marque dans les réponses, donc la mention c'est vraiment quand ChatGPT va écrire votre marque dans le texte, et bien là, a été tout simplement multiplié par 3. Là, on parle vraiment de 1/3 des comptes qui citent la marque, qui mentionnent la marque. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que grâce au contenu de votre site web, bien entendu, vous pouvez influencer sur votre capacité à ce que ChatGPT reprenne votre contenu pour le citer, pour avoir la petite bulle et du coup la petite bulle cliquable. Mais en plus, le fait que votre contenu soit récupéré, et dès lors que vous allez optimiser comme il se doit le contenu, eh bien vous allez pouvoir également faire mentionner votre marque. Donc ça va être très intéressant, je trouve, parce que autour de la partie mention des marques, souvent, et c'est très bien, on privilégie l'axe de la PR, mais l'axe du content marketing sur votre site web est également de manière importante. Et donc juste pour conclure sur cette partie-là, plus que jamais, j'ai envie de dire, du coup les investissements à la fois, je dirais, en contenu, bien entendu en technologie, et en IA sur ces sujets sont très importants pour aller attaquer ces nouveaux territoires de visibilité. Et dernier point, ce n'est pas parce que vous performez en SEO que vous allez performer en GEO d'un point de vue contenu. Clairement, ça aide. Nous, on a des stats, c'est x11. Vous avez 11 fois plus de chances de performer en GEO et de performer en SEO. Mais l'optimisation sémantique pour le GEO, c'est vraiment une action supplémentaire en plus de l'optimisation SEO. Ça, il faut bien l'avoir en tête.
Donc une dimension contenu, et Jérémy, tu m'expliquais qu'il y avait aussi une dimension technique à maîtriser. Est-ce que tu peux développer et expliquer pour des non-experts comme moi? Avec plaisir. Peut-être en préambule, nous, on a fait une étude, donc on a livré ce qu'on appelle des baromètres géo à l'industrie, dont un notamment qui vous concerne directement la partie banque et assurance. Et donc pour donner des chiffres marchés, hein, le trafic aujourd'hui France venant des LLM, c'est 1% sur notre secteur. C'est variable en fonction si on regarde l'assurance, la fintech, etc. Et l'affichage des Google AI Overview, donc les fameux réponses aperçues IA sur les marchés autres que français, c'est à peu près 12% des requêtes sur la thématique banque et assurance. Donc ça permet déjà d'anticiper l'impact qu'il va avoir lorsque ce sera déployé sur le marché français. Donc, je ferme cette parenthèse. Sur le volet technique, l'enjeu finalement, il n'est pas tant technique, c'est plutôt, je trouve, c'est plutôt de la gouvernance, comment on arrive à faire passer des tickets, grosso modo, dans des équipes IT de prod qui sont déjà surchargées. Et ça, c'est une compétence souvent qui est sous-estimée en SEO/GEO. C'est-à-dire qu'on peut faire quantité de recommandations, etc., crafter une roadmap hyper ambitieuse et structurante. Mais la vérité, c'est que s'il n'y a pas de remplaçant côté IT, aucun ticket passeront. Une fois que j'ai dit ça, on se retrouve sur le volet technique, les recommandations géo, elles sont assez sensibles et assez similaires finalement à ce qu'on retrouve sur la partie SEO. La première grosse recommandation, c'est s'assurer effectivement de la crawlabilité du site, c'est-à-dire que les moteurs LLM puissent passer sur le site, le comprendre et potentiellement le reprendre pour ensuite mentionner la marque. Et donc ça, c'est un truc qui est quand même hyper commun sur Google. Il faut s'assurer que les moteurs fassent la même chose sur le site. Le bon exemple, c'est ce qui se passe avec l'éditeur Cloudflare, que vous connaissez, vous utilisez peut-être, certains. C'est un CDN, grosso modo, et il a fait quoi, Cloudflare? Il a mis en place une sorte d'opt-out qui empêche que les robots LLM scannent votre site. Et donc, s'ils ne passent pas sur le site, ils ne peuvent pas être mentionnés et trouvés. Et donc ça, déjà, il faut s'assurer effectivement qu'on soit optime, en tout cas qu'on whitelist ce genre de robot. Le deuxième chantier, peut-être, c'est la partie temps de chargement de nos pages. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aujourd'hui on est innervé, notamment grâce à Google qui, depuis des années, communique sur les fameux il faut que vos pages attendent en moins de 3 secondes pour pouvoir poser l'expérience client et utilisateur finale. Avec les LLM, on se rend compte que les 3 secondes, c'est presque trop. Il faut même aller en dessous. Donc, plus on sera efficace dans le temps de réponse serveur, cache, etc., et plus on va maximiser nos chances, parce que notamment, il y a un phénomène de récence que tu mentionnais qui prend cette variable en compte. Il y a peut-être le troisième volet qui, à mon sens, c'est important, il y en a plein d'autres, mais c'est toute la partie, finalement, ce qu'on appelle métadonnées, schéma, etc. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au-delà du contenu, effectivement, que Nicolas a mentionné, il y a un certain nombre de balises à remplir et c'est des éléments un peu techniques qui vont renseigner les VM sur comment positionner le site et comment effectivement le valoriser. Ça peut être notamment les avis clients, la partie notation, les étoiles qui s'affichent, toute la partie rich snippet, etc. qui s'affiche. Plus on va être magnanime dans leur complétion, plus on va maximiser nos chances d'être repris. Ça, c'est des choses qui sur Google fonctionnaient bien, mais sur lesquelles on ne mettait pas forcément une intensité énorme, peut-être moins sur la partie SEO, et là sur lequel il va falloir travailler si on veut effectivement avoir une force de reprise et une force de diffusion sur les. Mathieu, on a forcément besoin de savoir quel est le point de départ quand on fait un diagnostic et quand on mène un plan d'action comme celui que vous avez évoqué sur le contenu ou sur les dimensions techniques. On a envie de savoir si ça fonctionne. Alors, comment est-ce qu'on fait pour monitorer? Ouais. Je pense que pour nous, déjà au quotidien, la question à $1 million, c'est quoi un bon prompt? Parce que c'est la fameuse et sempiternelle question qui est d'ailleurs une excellente question au demeurant. On est aujourd'hui dans une étape de marché où il n'y a aucune data qui sort réellement des modèles. On n'a aucune idée du volume ou des prompts réellement tapés par les utilisateurs au sein de chaque modèle. Il y a quelques études publiées, il y a eu quelques leaks, il y a eu quelques sujets qui nous ont donné la visibilité, mais globalement, il y a aujourd'hui très peu de choses sur lesquelles s'appuyer. Donc, il faut revenir à d'autres pratiques et à des fondamentaux pour pouvoir travailler ce début de cette analyse. Donc, sur la configuration des prompts, ce qui est important, c'est revenir encore une fois à la compréhension et la connaissance fine du client. Si vous avez, peu importe votre manière de vendre, que ce soit en B2B, en B2C, des interactions directes avec vos clients, ça peut être au téléphone, ça peut être dans un call sale, ça peut être dans plein de choses, vous avez de la matière conversationnelle, naturelle, pour comprendre les questions de vos clients.
Donc ça, c'est déjà un premier point, de savoir quelles sont les questions de vos clients. Vous les avez déjà, vous leur parlez tous les jours. C'est une manière de pouvoir les répercuter. Ensuite, vous faites le travail en SEO. Vous avez déjà des proxys, de mots-clés. Vous pouvez utiliser les outils Google, le Google Suggest. Vous pouvez voir les requêtes longues. Tu disais, c'est déjà extrapolé dans Google, etc. Vous avez déjà des requêtes longues. Donc, il y a déjà énormément de matériel présent dans vos travaux pour pouvoir simuler et créer des prompts qui vont être proches des intentions et couvrants. Donc ça, je pense que c'est une étape qui est un peu sous-estimée parce qu'en effet, on peut générer des prompts automatiquement, c'est pas très compliqué. Pour savoir s'ils vont être pertinents, il y a vraiment ce travail stratégique, réflexion, connaissance client à faire en amont. Et ça, c'est une étape qui, je pense, est assez peu commentée, mais hyper importante pour derrière faire un travail de qualité. Ensuite, sur la partie analyse en tant que telle, Marie en parlait tout à l'heure, on va vous permettre de pouvoir jouer vos portefeuilles de prompts de manière synthétique, automatique, récurrente, etc. Et on va les regarder à deux niveaux. Il y a un niveau qui va être, on en a parlé, de visibilité, donc plutôt orienté sur des sujets bas de funnel, les objectifs business, etc. Est-ce que ma marque ressort? Donc là, on va savoir si ma marque ressort, si oui, comment, versus quel concurrent, etc. Donc là, il y a un sujet, on va dire, topic par topic et d'un point de vue plus business. Et il y aura un sujet plus macro-brain. Comme je disais, si on considère les modèles LLM comme des moteurs de décision, en tant que client utilisateur, je vais faire toute ma recherche et toute ma due deal dans ChatGPT. Donc, je vais m'assurer que la marque ressort, mais ensuite qu'elle ressort bien. Sinon, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et donc, on va aller monitorer des indicateurs plutôt au niveau de la marque. Est-ce que la marque est bien perçue? Est-ce que le discours sur la marque des modèles est aligné avec le positionnement de cette marque? Et donc, c'est ce travail global, en même temps pair business, en même temps marque, qu'il faut pouvoir suivre et monitorer. Dernier point sur les actions, une fois que vous avez cette lisibilité, cette cartographie de votre performance sur les différents sujets, vous avez couvert déjà les grands piliers. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai impact à travailler son off-site, à bien comprendre finement les sources qui font autorité dans son propre marché, dans sa propre niche, parce que c'est le raccourci. Parce que c'est une capacité d'aller vite gagner des points de visibilité et d'avoir un impact très fort sur la marque est référencée à l'extérieur, je vais gagner en crédibilité auprès des modèles. Donc la stratégie off-site fine, compréhensible, est très importante. Et puis il y a tout le travail contenu, évidemment, que vous avez commenté d'un point de vue fond en termes de contenu et d'un point de vue technique pour qu'il soit accessible, qui est le deuxième pilier d'action. Voilà un peu en trois étapes la méthode qui est après évidemment à être en œuvre, mais sur laquelle on s'appuie aujourd'hui avec Noté. Merci pour ces conseils. Donc, travail sur le contenu, travail technique, travail sur le monitoring. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à nous donner en tant qu'assureur? Plus un conseil d'ordre général, c'est il ne faut pas être dans la panique morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a une lecture un peu froide finalement sur le reporting de performance, le gros de la performance est encore généré, chose égale par ailleurs, sur Google, grosso modo. Donc moi, la recommandation que je donne souvent aux clients prospects que j'échange, c'est de dire qu'on ne crée pas de défocus. Aujourd'hui, il faut quand même mettre l'intensité de l'énergie, de la bande passante qui existe sur ce qui est un rapport de business. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas se lancer sur ces nouveaux moteurs-là. Il faut commencer à mesurer, là je suis vraiment d'accord avec Mathieu, on commence à mesurer, on se jauge, on voit où on est, et on commence à lancer 1, 2, 3 actions pour itérer. Et nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est, aujourd'hui, on accompagne une cinquantaine de clients sur cette verticale de la géo spécifiquement. On ne crée pas des roadmaps à part, en mode Star Wars, etc., avec une équipe dédiée, on s'implémente sur la roadmap SEO existante finalement, et de façon pragmatique, on teste des choses sur le delivery et sur ce qui a été prévu de mettre en production. Et de mon côté, je vais vous partager 2 statistiques très récentes de la semaine dernière. On réalisait une étude auprès de nos clients et on leur posait 2 questions notamment. La question, à partir de quand vous pensez que le géo, en gros, sera plus important que le SEO? Donc 75% de nos clients nous ont répondu d'ici 2-3 ans. C'est court à l'échelle du marketing digital, je trouve. Après, bien entendu, je sais ce que c'est vrai. Mais c'est intéressant de l'avoir en tête. Et après, on posait une autre question. Est-ce que vous menez déjà des actions, justement, sur le géo? Et là, on avait, au final, seulement 46% qui nous disaient lancer, entre guillemets, des premiers tests. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, clairement, aujourd'hui, c'est de mener des actions SEO plus géo, très clairement, ensemble. C'est pareil, aligné. Et plus vous allez mettre en place votre monitoring, mettre en place vos premières actions et surtout obtenir des premiers résultats de vos actions,
plus vite vous allez enclencher un cercle vertueux. Et je pense qu'on peut vite tomber aujourd'hui à travers toute la veille qu'on peut faire dans une posture, je dirais, statique, où on attend un peu. Et voilà, si j'ai un conseil à donner, c'est de commencer à passer à l'action, sans créer trop de défocus, bien entendu, sur le reste. Et ça, c'est un point de complexité. Hein. Là, on parle de budget d'investissement supplémentaire pour y arriver. Il faut en être conscient. Merci. Moi, je dirais deux choses en conclusion. Un, sur le plan organisationnel, une fois qu'on s'est dit tout ça, ça veut dire notamment dans des aussi plus grosses organisations qu'il faut accepter de casser certains silos, parce qu'on voit qu'il faut que pour que cette approche marque soit cohérente, il faut que des équipes marketing digital, perf, growth, content, etc. travaillent avec la com, brand, RP, et c'est parfois des choses qui pouvaient être très segmentées auparavant. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un intérêt assez fort à travailler ensemble de manière plus véloce, de manière plus synchronisée. Ça, je pense que c'est un sujet plus d'organisation. Et deux, je rejoins ce que vous dites. Ça ne veut pas dire qu'il faut céder à la panique, qu'il faut tout changer, tout casser, etc. En revanche, ce serait aussi une erreur stratégique de ne pas prendre le pli dès aujourd'hui, parce que c'est un réel nouveau sport et discipline. Et donc ça veut dire commencer à mettre ses premières actions, comprendre les premières choses, mettre en œuvre la machine sur ces sujets-là. On est au tout début, on a surtout parlé du search aujourd'hui. Il y aura des sujets e-commerce pour ceux qui seront impactés par ça. On ne sait pas encore au sujet de la vente d'assurance, peut-être ça arrivera sur certains produits. Il y aura aussi des sujets de réglementation, etc. Donc, il y a plein de choses sur cette partie-là. Mais si on prend l'autre annonce OpenAI sur la partie, par exemple, App Store et App SDK, ça, c'est des super cas d'usage pour les assureurs. On voit très bien qu'il y a plein d'actions qui sont stressantes, pénibles, etc., du point de vue des clients et des utilisateurs, qui pourraient être assistés, intermédiés, etc., par des modèles d'IA, par un ChatGPT. Et donc, ce sujet aussi de dire, évidemment, il y a le sujet d'acquisition, de présence, et il n'y a pas de débat sur cette partie. En revanche, il va y avoir aussi tout un écosystème à partir du moment où on place les modèles d'IA comme assistants personnels. Et donc, typiquement, moi, je trouve que pour les assureurs, prendre aussi de l'avance sur les sujets App Store, App SDK, commencer à tester des use cases là-dessus, quand ce sera disponible, et c'est pour des choses qui arrivent très prochainement, on peut déjà faire des choses techniques aujourd'hui. Ça, je trouve que ça aura énormément de valeur. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé votre vision des enjeux et puis de nous avoir aussi donné quelques clés. On a compris qu'il fallait s'y mettre, mais sans trop de stress non plus. Je vais encore emballer mes yeux froids depuis le début. Merci à tous les trois. Je crois qu'on vous aurait sûrement suscité des questions qu'on prendra avec beaucoup de plaisir à la fin. On peut vous remercier. Merci.